Et Olivier Cadic, on va commencer en regardant ensemble les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3. D'abord la une de la Dépêche. Trêve en Ukraine, Poutine dit oui, mais Vladimir Poutine qui a dit hier, on l'a vu dans le journal, que son pays était pour la trêve en Ukraine proposée par Washington et approuvée par Kiev, tout en prévenant qu'il restait des questions importantes à régler, qu'il faudrait peut-être en discuter avec Donald Trump. Après 3 ans de guerre, l'espoir d'un cessez-le-feu est là. L'autre une, c'est celle de Sud-Ouest. Bétaram, le déni de l'Église, la colère des victimes. L'évêque de Bayonne et le représentant de la congrégation Bétaram se déclarent abasourdis par les dernières révélations. Côté victimes, on ne décolère pas. Et puis la dernière une, c'est celle de Presse Océan. En milieu rural, les bars à la peine. Le 11 mars, les députés ont adopté une proposition de loi pour faciliter l'ouverture de bars en milieu rural. Quelle une choisissez-vous ? Les 3 sont très intéressantes, sont très différentes. Les bars, moi je vais au Royaume-Uni, les pubs ferment aussi et c'est un vrai sujet, pas que chez nous. La colère des victimes, elle est légitime. Le sujet me tenterait beaucoup parce qu'il y a beaucoup à dire, parce qu'il y a beaucoup de peine, beaucoup de souffrance et des gens qui ont leur vie foutue par des comportements insupportables, inacceptables de certains, prêtres parfois. Mais évidemment, le sujet qui concerne les Français de l'étranger, bien évidemment, puisque je pense à eux. Nous avons des Français en Ukraine, en Russie. Et donc, je prendrai la une, trêve en Ukraine. De la Dépêche. Poutine dit oui, mais il juge que toute trêve doit mener à une paix durable. Mais on l'a vu dans le journal, il a mis quand même des nuances et des conditions à son oui. Est-ce que, selon vous, on entrevoit la fin de la guerre en Ukraine ? Alors, tout d'abord, ce qui apparaît, c'est que M. Poutine et M. Trump ne jouent pas le même jeu. M. Poutine joue aux échecs, M. Trump joue aux dames. Ils ne sont pas dans la même temporalité. Ils peuvent tous les deux gagner parce qu'ils ne jouent pas au même jeu. Et nous, on ne va peut-être pas gagner à la sortie. Ce qu'on cherche, c'est la paix, le respect du droit international. C'est ce que cherchent nos pays, l'Union européenne, l'Ukraine. L'Ukraine est un pays agressé, donc qui a été envahi. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent retrouver une sécurité et la paix, une paix durable. Ça peut passer par un cessez-le-feu au départ, mais si c'est pour permettre une nouvelle agression de la Russie quelques semaines plus tard, on l'a vu entre 2014 et 2022, on s'arrête et ça repartit. Il a refait ses forces et il a fait son attaque. Donc la question, c'est que c'est un système sans fin. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, M. Trump cherche un succès rapide et M. Poutine cherche à gagner sur le long terme et à se développer. Mais ça veut dire pour vous que Donald Trump, avec ses déclarations hier de Vladimir Poutine, il n'a pas forcément gagné son pari ? Monsieur Poutine, vous dites... Donald Trump, hier. Donald Trump... Quand on entend Vladimir Poutine, est-ce qu'on se dit, finalement, Donald Trump, il a gagné son pari ? Eh bien, c'est ce que certains vont penser, et c'est ce que veut M. Trump. Donc, c'est donner cette impression, chaque matin, qu'il avance un pion, qu'il crée un problème quelque part pour avoir un gain immédiat. Donc, c'est sa façon de faire et de la politique et de chercher les succès. Ça ne règle pas les choses forcément sur le long terme, et on le voit, et c'est ce que dit légitimement M. Zelensky, c'est de dire que M. Poutine cherche à gagner du temps dans ce domaine. Lui comprend bien ce que Trump cherche, il veut lui donner un succès, mais en gagnant dans son jeu, en faisant avancer son jeu. Et donc il faut comprendre que M. Poutine, aujourd'hui, ne cherche pas à arrêter la guerre, puisqu'il voit qu'il a des gains. Il a fait rentrer les Coréens du Nord pour appuyer. Il ne faut pas oublier quand même qu'il perd à peu près 30 000 hommes par mois, M. Poutine. Donc ses pertes sont quand même très fortes. Mais il va chercher des moyens humains extérieurs pour pouvoir mener sa guerre. Est-ce que du coup, il y a un risque que cette trêve, même si elle aboutit à une paix durable, entre guillemets, ça soit un leurre de Vladimir Poutine pour reconstituer son armée pour plus tard ? C'est très exactement ce qu'il cherche à faire. Éventuellement, peut-être aboutir à un conflit gelé pour reprendre ailleurs, sur un autre terrain. Le président de la République l'a très bien dit, en Moldavie, dans les États baltes. Il utilisera toujours le fait qu'il a le sentiment qu'il est... c'est lui l'agressé. Donc c'est toujours le principe des systèmes autocratiques expansionnistes. Ils vous attaquent en disant que c'est de votre faute. C'est l'histoire du loup et de l'agneau, le loup qui dit à l'agneau « c'est de ta faute si je suis obligé de te tuer, donc c'est parce que tu buvais l'eau au mauvais endroit où on m'a chassé ». Donc il faut bien comprendre l'approche de M. Poutine, et nous, il faut bien comprendre aujourd'hui
qu'on est confronté à un conflit qui a déjà démarré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une guerre hybride. Cette guerre hybride, elle revêt plusieurs facteurs. Ça revêt des attaques cyber, les hôpitaux, nos collectivités, ça revêt du narcotrafic, ça revêt des déplacements de traite avec les traites d'êtres humains, les déplacements de migrants. Il y a le sabotage, on voit dans la mer Baltique, on voit ça aussi, on a vu ça avec une tentative de sabotage l'été dernier, juste avant les Jeux Olympiques, pour faire exploser un magasin de bricolage. On voit qu'on est déjà dans le conflit. La dernière fois qu'il y a eu une déclaration de guerre entre deux pays, la dernière fois, c'était en 1982, entre le Royaume-Uni et l'Argentine pour les Malouines. Depuis, il n'y a plus de déclaration de guerre. Est-ce qu'il n'y a pas de guerre? Donc on est déjà dans un conflit, entré dans un conflit sous forme hybride. Il faut donc se préparer éventuellement à l'agression de M. Poutine vis-à-vis des pays de l'Union européenne, des pays de l'OTAN. Et ça, c'est tout l'enjeu qui est présenté par le Premier ministre. Et je veux saluer justement son approche, son discours devant les parlementaires et de l'action aussi du ministre des Armées pour nous préparer face à cette éventualité. Et justement, hier, le Premier ministre et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui ont donc reçu les parlementaires pour faire le point avec eux sur la situation en Ukraine, les menaces et l'état de notre défense. On voit ça avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour monsieur le sénateur. Et Quentin, le Premier ministre et le ministre de la Défense des Armées ont donc reçu hier de nombreux représentants des groupes politiques au Parlement. Oui, il y avait déjà eu la rencontre format Saint-Denis avec les chefs de parti reçus à l'Élysée, c'était le 20 février. Puis il y avait eu le débat au titre de l'article 50-1 de la Constitution à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, c'était la semaine dernière. Cette fois-ci, rendez-vous était fixé à 14h30. Prière de laisser vos téléphones à l'entrée du ministère des Armées. L'objectif pour le gouvernement avait été fixé dès dimanche. Dans une interview par Sébastien Lecornu, il l'avait dit, il faut absolument réduire l'écart entre les informations dont bénéficient ceux qui sont aux responsabilités exécutives et les parlementaires. On ne peut pas laisser des responsables politiques et même demain des candidats à l'élection présidentielle trop loin des réalités du monde. Autour de la table, donc, hier, les responsables de divers groupes politiques de l'Assemblée nationale, du Sénat, mais aussi du Parlement européen, tous venus écouter le chef d'état-major des armées, des responsables du renseignement. 2h30 de rencontre, pas d'image, donc on l'a bien compris. Mais à la sortie, le Premier ministre qui a expliqué l'enjeu de cette rencontre. Écoutez. C'est un moment très, très difficile, c'est un moment très exigeant et c'est un moment qui exige beaucoup de solidarité nationale. C'est exactement ce que nous avons bâti cet après-midi. Les principaux groupes politiques qui ont préféré rester discrets à la sortie sur les informations partagées avec eux lors de cette réunion. Mais on a entendu par exemple les écologistes ou les insoumis qui ont répondu aux questions des journalistes à la sortie. Regardez. C'est resté à un niveau intéressant mais assez général. Après, en tant qu'écologiste, on regrette très fortement qu'il y ait un tabou. La question de notre dépendance énergétique à la Russie n'est pas abordée. Et donc, comme elle n'est pas reconnue, nous n'avons aucune réponse sur les moyens que le gouvernement est prêt pour justement limiter cette dépendance, que ça soit au gaz ou que ça soit aux engrais azotés russes. Donc on a un sentiment à la sortie de cette réunion d'avoir une France et une Union européenne qui sont finalement sortis du jeu et que Donald Trump et l'OTAN restent les maîtres à bord à l'heure où la paix est plus que jamais en sursis en Ukraine mais aussi pour le reste de l'Union européenne. Allez, on va écouter une dernière réaction politique, cette fois-ci de l'autre côté de l'échiquier politique. Il y avait Marion Maréchal, elle a dit rester un peu sur sa faim, je cite, avec le sentiment que tout ça relève davantage d'une opération de communication que véritablement des actions très concrètes, très bien définies. Écoutez la suite. Tout ça laisse le sentiment quand même d'un gouvernement qui n'est pas très au clair sur la direction à prendre, qui n'a pas une stratégie non plus très affinée et qui tente bien sûr de porter cette logique d'indépendance et de souveraineté au niveau européen, mais qui pour l'instant ne veut pas nous affirmer que ce projet avance et soit très entendu par les autres capitales. Alors, Olivier Cadic, qu'est-ce qui s'est joué hier? Est-ce que la volonté comme ça de créer une forme de cohésion nationale ou c'est juste de la communication politique selon vous?
Absolument pas. D'abord, c'était une question d'information. Nous avons nous-mêmes vu le chef d'état-major des armées dans le même format il y a une semaine au niveau de notre commission des affaires étrangères et de la défense. D'accord. Donc c'est la prise en compte d'une réalité de terrain, exprimer la gravité de la situation et donc de ce que M. Poutine cherche à faire. Et comment ça se passe, pardon, vous êtes dans une salle et on vous montre des cartes, on vous montre des documents, ou est-ce que c'est juste comme une audition avec... Tout ce qui se passe à l'intérieur, si justement c'est mis dans ce format-là, et c'est une demande absolue de discrétion de tout ce qui se passe et tout ce qui nous est dit, mais c'est de préparer, vous savez, quand on doit préparer un pays à une éventualité de conflit ouvert, chose que nous n'avons pas connue de toute notre existence en ce qui nous concerne, ce que nos parents nous ont raconté. Donc préparer le pays nécessite qu'on se rassemble tous, puisque l'ennemi commence par chercher à nous diviser. Le but de l'ennemi, c'est de faire en sorte que la population ne soutienne pas ses dirigeants pour gagner la guerre avant la guerre. Donc en fait, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, il faut se préparer à un conflit comme si on devait se préparer pour les Jeux Olympiques. On sait que ça va arriver. On ne sait pas tout à fait quand, mais on sait que ça va arriver. Oui. Et si on se prépare très sérieusement, eh bien, ça sera comme pendant la guerre froide. Alors, ça n'arrivera pas, parce que l'autre n'osera pas franchir le Rubicon. Certains médias, ainsi que le RN, ont parlé ces dernières semaines d'un président de la République française qui chercherait à attiser les peurs. Alors justement, Emmanuel Macron, il a répondu cette semaine, on a lu ça dans Le Monde, il a répondu « Ces gens-là n'ont pas suivi l'actualité manifestement ». Est-ce que l'idée aussi avec ce qui s'est passé hier, ces rencontres, et vous le disiez avec votre commission la semaine dernière, c'est de rendre indéniable cette menace russe ? On ne puisse pas dire qu'elle n'est que créée par un sentiment ou... Un mois avant l'entrée de la Russie en Ukraine en 2022, à Kiev, la Rada, les parlementaires disaient à des responsables de l'OTAN qu'ils alertaient sur la situation, leur disaient « mais vous ne croyez quand même pas que les Russes vont essayer de venir jusqu'à Kiev ?» On était un mois avant les parlementaires. Les gens refusent toujours de voir ce qu'ils ne veulent pas voir. Donc nous devons, c'est notre responsabilité, quand on est engagé en politique, c'est notre responsabilité de préparer les choses et de préparer l'opinion. C'est pour ça qu'à la tribune, j'ai montré le guide que la Suède, le gouvernement suédois faisait passer à toute la population suédoise en plusieurs langues pour que tout le monde puisse se préparer. Mais c'est une question qui a été reposée hier, il faut un guide pour les Français ? C'est pour moi indispensable. Il faut que les Français sachent quoi faire en cas de crise, parce que ça peut arriver, on voit les attaques cyber sur les hôpitaux, oui. Ça peut arriver sur notre système d'approvisionnement d'eau, d'électricité. Il faut que notre population soit prête dès aujourd'hui, encore une fois, la guerre hybride est là. Oui, tout à fait, et c'est la question que j'allais vous poser juste après, justement, parce qu'au Sénat, on s'inquiète particulièrement des conséquences des influences étrangères. Les attaques cyber et la désinformation touchent toute la société, explique-t-on à la Commission de la Défense, et paradoxalement, un sénateur qui nous explique en off que les crédits alloués à l'ANSSI et aussi à Viginum, les agences chargées de lutter contre ces influences étrangères, elles ont baissé dans le dernier budget. Est-ce qu'il faut dénoncer ce paradoxe ? Alors, je suis le budget de l'ANSSI depuis maintenant 2017. Je ne suis pas du tout sur cette position. D'accord. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Okay. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on attend de l'ANSSI et de Viginum. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de se rassembler, de comprendre quelle est la menace et de se préparer. Encore une fois, comme pour les Jeux Olympiques. Beaucoup disaient qu'on ne serait pas au rendez-vous. Voilà, on a vu le résultat. Ce qu'il faut, c'est se préparer potentiellement à ce conflit, et si on s'y prépare bien, il n'aura pas lieu. Merci Quentin, tout à l'heure. Merci Ariane, oui, on continuera sur ces sujets, on en reparle dans le club. Exactement, ce sera à suivre évidemment dans le club. On va continuer à parler de ces sujets avec vous, Olivier Cadic, et un débat qui a agité la classe politique et le Parlement toute la semaine. Comment financer cet effort de défense ? On va voir le résumé de ce qui s'est passé avec Fabien Ricard. Emmanuel Macron l'avait promis dans son allocution aux Français, l'effort de défense sera financé sans augmenter les impôts, irréaliste pour la droite au regard de l'état des finances publiques. Pas de dette, pas d'impôts, pas de remise en cause des dépenses sociales, c'est intenable, nous devons la vérité aux Français, donc nous devons avoir du courage pour réformer. L'effort de guerre ne devra pas se faire non plus sur le dos de la transition énergétique, rappellent les écologistes.
Alors que nos importations d'hydrocarbures russes aident Vladimir Poutine dans sa guerre d'agression en Ukraine, il faut donc d'abord taxer les riches, affirme Mélanie Vogel. Demander aux Français de payer des chars avec leurs services publics et leurs retraites pendant que des super riches achètent des yachts grâce aux impôts qu'ils ne payent pas. C'est impossible. Si vous faites ça, vous minerez l'indispensable soutien citoyen à l'effort de guerre. Mais vous jetterez par centaines de milliers des électeurs dans les bras de ceux qui préfèrent se soumettre à Poutine. Les socialistes, quant à eux, mettent une proposition sur la table, lancer un nouveau livret d'épargne dédié à la défense nationale sur le modèle du livret A. Une idée a priori écartée par le gouvernement. Nous sommes favorables, avec une proposition de loi qui a été portée par Rachid Temal, à la création d'un livret souveraineté défense spécifique où les Français les plus volontaires pourraient contribuer à l'effort national. Je ne suis pas sûr qu'un livret dédié soit une solution, puisqu'il y a déjà beaucoup d'outils d'épargne qui existent, et c'est surtout cette épargne que nous souhaitons mobiliser, afin que effectivement les Françaises et les Français participent à cet effort. Pour mobiliser l'épargne privée, Éric Lombard a annoncé qu'il réunira les acteurs de la finance et les industriels de défense à Bercy jeudi prochain. Olivier Cadic, c'est un débat, on l'a vu, qui a agité le Parlement toute la semaine. Comment on finance cet effort de défense? Où doit être mis la priorité? Comment on va le financer? C'est justement en mobilisant des moyens européens. Encore une fois. Donc pas l'épargne des Français, par exemple? Aujourd'hui, il faudra lever des fonds. Il y a plusieurs façons de lever des fonds. Et donc, on a des instruments financiers pour ça. Le problème, c'est à quel niveau on se positionne. Le président de la République, dès 2017, a dit qu'il fallait formater une industrie européenne de défense, avoir une approche de défense européenne. Et donc, Mme von der Leyen est venue sur ce sujet en proposant une approche. Quand on veut lever des fonds avec une start-up, d'accord, on va chercher ces fonds sur les marchés. Et donc, on a différents instruments qui sont à notre portée. Ce que je voudrais, c'est qu'on ne revienne pas à des débats caricaturaux. Parce qu'on entend bien certains, c'est toujours pareil, pour tout, on va taxer les ultra-riches. Vous voyez, et comme d'autres vont régler tous les problèmes en empêchant les migrants d'arriver dans notre pays. Donc, il faut sortir de ces caricatures. Aujourd'hui, la problématique est vraiment grave. Et donc, aujourd'hui, il faut analyser comment on va lever suffisamment d'argent. Les moyens sont importants. Il faut revoir nos priorités budgétaires. Donc, il y a des efforts à faire, des efforts qui doivent être partagés. Dans quel sens? Est-ce que, par exemple, il faut revoir notre modèle social? Il faut renoncer à revoir la réforme des retraites? Il va falloir revoir nos priorités budgétaires. Si jamais le conflit démarre, toutes les priorités vont changer. Donc, ce qu'il faut, c'est justement se préparer collectivement. C'est pour ça que je vous dis, il faut prendre ça comme un enjeu, comme pour les Jeux Olympiques. On a besoin de faire des efforts, on a besoin de partager, je dirais, de retrouver des priorités différentes pour avoir plus de marge de manœuvre pour financer cet effort de préparation. Parce que l'objectif, c'est que cette guerre n'arrive pas. Voilà. Donc moi, je suis un enfant de la guerre froide. Donc j'ai connu 1989 où le mur s'est écroulé, où les gens se sont embrassés parce que la peur du conflit disparaissait. J'ai grandi pendant 20 ans avec toute ma jeunesse, c'était avec les chars russes qui étaient à quelques kilomètres des frontières françaises. Quand je suis dans les États baltes, ils vivent exactement avec la même sensation que celle que j'avais quand j'étais jeune. Je les comprends. Ils ne sont pas dans le même état d'esprit que nous. Mais pourtant, nous formons un tout. Nous sommes l'Union européenne. Donc il faut se préparer collectivement. Nous sommes tellement forts économiquement par rapport à la Russie que si nous avons une capacité de défense au même niveau que notre capacité économique, jamais la Russie n'essaiera de nous attaquer. Un mot sur un autre débat qui a eu lieu cette semaine. C'était à l'Assemblée qui débattait d'une résolution et les députés ont notamment voté pour se saisir des avoirs russes gelés. Vous auriez voté la même chose, vous? Absolument. Je crois qu'il faut trouver une solution. Maintenant, il y a un rapport, ça fait maintenant plus de 10 ans que les Russes ont entamé ce conflit en Ukraine, ont commencé à envahir l'Ukraine. Je pense qu'il est temps aujourd'hui de participer justement à la reconstruction de l'Ukraine, à soutenir l'Ukraine. Et donc, il est logique que ces avoirs-là puissent servir à ça. Sauf que le gouvernement s'y oppose.
Mais le gouvernement, aujourd'hui, est dans une position de décision un petit peu diplomatique. On dit que c'est contraire au droit international. Est-ce qu'on peut invoquer cet argument dans le contexte actuel ? Je pense que d'abord, cette décision, elle doit être prise au niveau européen. On en revient toujours au même niveau, au même degré. Donc je comprends le gouvernement qui dit j'entends le message, mais je dois faire un effort, je dirais, au niveau européen. Pour moi, c'est la bonne approche. L'Union européenne, elle s'est hissée à la hauteur de l'enjeu ces derniers jours, ces dernières semaines, selon vous ? Absolument. L'Union européenne se construit dans les crises. On n'avait pas du tout prévu que l'Union européenne serve, par exemple, aux problèmes liés à la santé. Et lorsque la Covid est arrivée, heureusement qu'il y avait l'Union européenne. Sinon, les petits pays européens n'auraient jamais eu les vaccins. Puisqu'on parle de l'Union européenne, Donald Trump menace l'Union européenne et la France d'appliquer des droits de douane de 200%, notamment sur le champagne et sur les vins français. Une menace qui a fait réagir François Bayrou. C'était hier, on écoute le Premier ministre. Donc il faut que tous les gouvernements, pas seulement de la France, parce que l'Italie, ça produit pas mal de vin et de spiritueux, l'Espagne, ça produit pas mal de vin et de spiritueux. Et si les États européens sont tout seuls, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Et c'est la raison pour laquelle il faut construire la solidarité européenne en face de cela. Je ne doute pas que nous puissions, nous aussi, montrer notre volonté et notre résistance. Mais on ne peut pas se laisser terrasser par des menaces de cet ordre. Est-ce que Donald Trump est en train de terrasser l'Union européenne ? En fait, quelque part, il est encore une fois dans la vision de moi d'abord, l'Amérique d'abord. Et donc, nous sommes évidemment, nous aussi, à devoir défendre nos intérêts commerciaux. Cette semaine, c'est l'Assemblée des Français de l'étranger. J'organisais avant-hier une soirée pour développer la vino-diplomatie. Justement, Laurent Saint-Martin, notre ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger, est venu pour soutenir, avec Vincent Cissé, l'élu du Pérou. On a ouvert une commanderie de vin de Bordeaux à Lima, c'est la première d'Amérique du Sud en novembre dernier. C'était la volonté justement d'utiliser les vins, donc pour pouvoir développer les échanges commerciaux. C'est un produit fondamental pour notre industrie agroalimentaire et qui nous rapporte de l'argent au niveau export. La décision de M. Trump, évidemment, aurait des effets terrible pour nos viticulteurs si elle s'affirmait. Ceci étant, encore une fois, nous sommes une puissance économique qui est au même niveau que celle des États-Unis d'Amérique. Donc on a les moyens de répondre. Je crois que le Premier ministre est assez clair, sa fermeté a été avérée et je crois que tout le monde est d'accord au niveau de l'Union européenne. Et l'Union européenne a raison de dire si Donald Trump nous menace de droits de douane, nous on va mettre des droits de douane sur les produits américains. C'est ce qu'il faut faire. Action, réaction. Notre seul problème, c'est que nous sommes toujours dans la réaction. Dans le domaine de l'innovation, je disais toujours votre présent et mon passé. Depuis que je suis au Sénat, et je l'ai dit au ministre de la Défense, au ministre des Armées, j'ai l'impression qu'on vit dans le passé des autres. Et donc, ce n'est pas acceptable. Il faut que nous reprenions l'initiative. Et l'Union européenne, en se coordonnant, si elle décide de prendre l'initiative, alors les choses aussi changeront. Allez, Olivier Cadic, on va terminer comme d'habitude par l'actualité dans nos régions. C'est ça, on voit ça avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale. On va à Mulhouse, on retrouve Emmanuel Delahaye. Bonjour Emmanuel, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace et à l'Alsace. Emmanuel, c'est aujourd'hui que se tient la séance plénière du Conseil de la collectivité européenne d'Alsace avec le vote d'un budget très serré. Oui, effectivement, Oriane. Alors, il faut peut-être tout de suite que je commence par rappeler ce qu'est la collectivité européenne d'Alsace, qui est le fruit de la fusion des anciens conseils départementaux des Bas-Rhin et Haut-Rhin, survenus début 2021. Donc, elle a 4 ans d'existence et depuis lors, la Chambre régionale des comptes salue régulièrement la robustesse des fondamentaux de sa gestion, ce qui n'empêche pas effectivement que l'heure est aux économies drastiques. Alors, dans la batterie de mesures que les élus alsaciens ont prévues pour bâtir leur budget, je ne vais pas tout vous citer, mais il est question d'étaler le plan pluriannuel d'investissement, d'espacer les travaux d'entretien des voiries, de baisser de nombreuses subventions, d'avoir un
recours massif à l'emprunt également, en assumant une dégradation de l'autofinancement. Et en fait, le fil rouge de ce budget primitif, c'est de sanctuariser le cœur des missions de la CEA, qui reste finalement un département comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire centré sur l'action sociale, qui représente 70% de ses dépenses. À l'heure actuelle, 400 000 personnes en Alsace sont d'une manière ou d'une autre aidées par la CEA, et c'est 50 000 de plus qu'il y a 3 ans. Alors bien sûr, tous les départements connaissent les mêmes difficultés que la CEA, plusieurs se disent même au bord de la faillite, ce que ne dit pas le président de la collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry, qui a cette phrase, cet adage, « Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Notre situation est saine, dit-il, on a encore un peu de délai avant d'être en faillite, mais c'est tout, du délai. Alors voilà, le constat est assez sinistre, ce qui m'amène assez naturellement à une question pour Olivier Cadic. Comment pense-t-il que les collectivités territoriales comme la CEA vont pouvoir continuer longtemps à assumer leurs nombreuses compétences sans réellement avoir de maîtrise sur leurs recettes, comme vient encore de l'illustrer le gel de la dynamique de la TVA? Waouh, pour un sénateur des Français, c'est la question qui tue. Et merci beaucoup, parce que pour moi, pour l'Alsace, ce sont les Alsaciens de l'étranger, et je dois en profiter pour les saluer, parce que c'est l'association régionale la plus dynamique dans le monde, et de Henri Zeller, le fils d'Adrien Zeller, qui est élu à Hambourg pour les Français d'Allemagne du Nord, à Serge Thoman, qui est notre élu de Melbourne pour les Français d'Australie. Je veux dire, les Alsaciens à l'étranger sont partout. Je comprends la problématique à laquelle ils sont confrontés. Malheureusement, je ne suis pas le meilleur interlocuteur pour vous apporter une réponse, j'en suis désolé. Donc, Joker, j'appellerai un ami, mon président Hervé Marseille, qui, je suis sûr, sera la bonne personne pour répondre à votre question. Et on remercie évidemment Emmanuel pour toutes ces explications. Et on va regarder vos deux unes, Emmanuel. La une des dernières nouvelles d'Alsace. Nouvelle affaire de corruption au Parlement européen. Et puis l'Alsace gare aux abonnements de bus et trams à prix cassé. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Delahaye d'avoir été avec nous. Et merci Olivier Cadic pour cette première demi-heure. On va accueillir notre invité politique Marine Tondelier. Nous rejoint.